Comment ça va? Je vais bien. Comment ça va? Je vais bien. Qu'est-ce que tu as ici? J'ai un Lotus Noir Alpha, illustré par Christopher Rush. Qui a dit que les transactions de gages étaient réservées aux gens ordinaires? Les cerveaux derrière Pawn Stars ont été choqués lorsqu'ils ont vu ces acteurs célèbres entrer. C'est bien. Oui, Vous avez bien entendu. ce sont des moments où des acteurs célèbres se sont présentés pour un échange sur Pawn Stars. Dennis Quaid. Bonsang. Comment ça va? Un vendeur nommé Robert présente une affiche avec l'acteur Dennis Quaid dans le rôle du président Ronald Reagan. Hey, Comment ça va? bonjour. J'ai une affiche de Ronald Reagan. C'est Dennis Quaid? Rick fait remarquer que Quaid ressemble à l'ancien président et présume que le film sortira bientôt. Rick semble déjà en savoir beaucoup sur ce film, même si aucune bande-annonce n'a été diffusée au moment du tournage de cet épisode. Rick demande à Robert si l'autographe sur l'affiche est authentique, et Robert lui assure qu'il est certain qu'il s'agit d'un véritable autographe. Dennis a signé ça? Oui, il l'a fait. Je l'ai eu du producteur. Rick demande combien coûte l'affiche du film signé. Le vendeur répond qu'il en veut $350. Grand question. Combien en veux-tu? Je pensais à $350. Rick dit alors qu'il doit confirmer la signature avant de pouvoir poursuivre la négociation. Alors, il invite Dennis Quaid à entrer, ce qui perturbe Robert. Bien, mec. Comment ça va? Dennis Quaid demande où il a eu l'affiche et Robert dit qu'il l'a eu du producteur. Une histoire que Quaid confirme. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette affiche? Je l'ai eu du producteur. Ouais, et je l'ai signé pour Mark Joseph. Et il se retourne et te la vend. Je suppose. C'est très bien. Il a ajouté qu'il avait signé l'affiche pour le producteur. Mark Joseph. Quaid dit qu'il avait beaucoup de respect et d'admiration pour le président Reagan, parce qu'il était une personne énigmatique qui a néanmoins gagné le cœur du peuple américain. Rick lui demande à nouveau de préciser si c'est bien sa signature sur l'affiche. Quaid dit que le texte illisible est bien son œuvre. La grande question est donc, est-ce que tu as signé ça? Oui, c'est déjà illisible. C'est moi. Rick dit qu'il donnera $100 à Robert, mais Robert dit que ça vaut plus que ça après que Dennis Quaid l'a personnellement authentifié. Et il finit par se contenter de $200. Que dirais-tu de $250? $200? Très bien. Je vais donner $200. Super. Bob Dylan. Un client nommé James apporte l'album de Bob Dylan. Self-Portrait. J'ai ici un vieil album de Bob Dylan. OK. Il a 4 ans. Ce n'est pas si vieux que ça. Qui est sorti en 1970 demandé $150 car il était légèrement usé au fil des ans. Rick décrit cet album comme bizarre parce que c'était un album rempli de différentes versions de chansons d'autres personnes. Bob Dylan a sorti Self-Portrait en 1970. C'était un album assez bizarre. Il admet cependant que l'album est en très bon état et qu'il pourrait le vendre à un collectionneur. À l'insu de James, Bob Dylan était en ville pour un concert à Las Vegas. Un détail que Rick a su plus tard. James entend l'estimation de Rick et demande $150 pour l'album. Rick propose $50. Je pensais peut-être $150. C'est plutôt $50. Et il explique que cela coûte entre $150 et $200 si l'album est en parfait état. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu ces albums se vendre entre $100 et $150, et ils avaient l'air dans un état assez similaire. James prend les $50 et Rick propose un plan pour revendre l'album contre plus d'argent. Très bien. Je vais payer $50. OK. Allons faire quelques démarches administratives. Il décide que la meilleure façon d'augmenter la valeur de ce vieil album moins connu est d'envoyer Chumlee le faire signer par Bob Dylan lui-même. Bob Dylan est en ville pour un concert. Je veux que tu lui apportes cet album et qu'il le signe. Chumlee sort et rencontre Bob Dylan devant un hôtel où il se produit. Bob Dylan accepte gracieusement de dédicacer l'album et demande à Chumlee s'il souhaite une dédicace particulière. Chumlee lui dit de l'écrire à son nom, ce que le musicien fait. Comment m'as-tu trouvé ici? J'ai eu de la chance. Quand Chumlee revient avec son album personnalisé et signé, Rick est agacé et demande si c'est une blague. Il est un peu plus haut que l'endroit où tu voulais le faire signer. À Chumlee, Bob Dylan. C'est une blague? Non. C'est sa signature. Rick précise que personne ne voudra acheter un album s'il est signé par Chumlee. Personne ne voudra acheter un album signé Chumlee. Rick dit à Chumlee de garder l'album pour lui. Garde-le. Tout simplement. Gardez-le. Pendant ce temps, le fondateur du prêteur sur gage, Richard Harrison,
est assis dans son fauteuil roulant à l'arrière-plan de la scène et secoue la tête devant la bêtise de Chumlee, Steve Carell. Rick tombe sur un client qui ressemble beaucoup à Steve Carell. Lorsqu'il le confronte, Carell nie qu'il s'agisse de lui. « Êtes-vous Steve Carell? »« Non, j'entends souvent ça. »« Je ne le suis pas. »« Bon. D'accord? Je pensais qu'il était beaucoup plus petit. » Ce n'est que lorsque Rick plaisante en disant que, bien sûr, le client ne peut pas être Steve Carell, puisqu'il imaginait que l'acteur serait beaucoup plus petit que lui, que Carell confirme avec indignation qu'il s'agit de l'acteur, Steve Carell. Alors, vous êtes Steve Carell? Non. Rick dit que ce qu'il aime à Vegas, c'est de ne jamais savoir sur qui on peut tomber. Ce que j'aime à Vegas, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Finalement, Steve dit qu'il est intéressé par le couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale qu'il admirait à travers la vitrine derrière laquelle Rick se tient. Le couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale. Je suis à la recherche d'un couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale depuis un moment. Rick lui dit que le couteau vaut $200. Un couteau de plongée. $200. OK. Alors que Rick lui tend le couteau de plongée, Carell plaisante en disant qu'il ressemble à une matraque et commence à ouvrir le couteau et à jouer avec. Une matraque. Je sais que c'est ce que tu voulais. Ouais, Denteley. Après beaucoup de plaisanteries et de rires, l'étrange négociation de Rick avec Carell commence. Carell commence par proposer $40 pour le couteau. Je vous donne $40, ce qui représente un $500 de plus que le prix demandé. Voyant cela, Rick augmente encore le prix en demandant $5. Que diriez-vous de $5? Carell contre-attaque avec une offre de $6. Carell n'achète pas le couteau, mais dit qu'il est lui-même un collectionneur et qu'il adore fouiller dans le prêteur, sur gage, et qu'il reviendrait passer des heures à flâner dans les environs le lendemain. Mike Yamasaki, expert en épée japonaise, a présenté le sabre de samouraï personnel restauré de Rick, qui date du début des années 1600. Le sabre a été soigneusement remis à neuf, avec un nouvel étui, du bois japonais authentique et un revêtement de poignée traditionnel. Rick décide que son épée ne sera pas à vendre. Il la placera plutôt dans une vitrine pour mieux l'admirer. Cependant, Rick n'a pas pris en considération que Chumlee rencontrerait une célébrité intéressée par les sports de combat et les armes rares. L'expert en sabre de samouraï, Yamasaki, estime que l'épée étant désormais en parfait état, elle vaudrait entre $35 et $40. Rick déclare aux caméras qu'il a attendu plus de 2 ans pour que l'épée soit remise à neuf. Le président de l'UFC, Dana, entre dans le magasin, cherchant à agrandir sa collection d'armes. « Hé, quoi de neuf? Mec? Comment vas-tu? Mon pote? Bien. » Chumlee entend cela et commence à se vanter d'avoir un sabre de samouraï qui pourrait être retracé jusqu'à sa famille de samouraïs d'origine. Il y a des centaines d'années. J'ai des sabres, mais pas de vrais. Et on peut remonter jusqu'à la famille des samouraïs. C'est parfait. Corey, qui regarde tout cela se dérouler, demande à quelle épée de samouraï Chumlee faisait référence. Et Chumlee répond l'épée que Rick a dit de ne pas vendre. Cette connaissance ne fait qu'attirer davantage Dana White, car une épée des années 1600 est déjà intéressante, mais surtout pas facile à obtenir ou à acheter. Chumlee choque White lorsqu'il dit que l'épée semble avoir été fabriquée hier, donc à ses yeux. Elle vaut $40, quelque chose comme ça vaut $40. C'est le prix? C'est le prix. La réplique de Dana White consiste à proposer $30 et à s'assurer d'acheter toutes les épées que Chumlee lui a montrées auparavant. La caméra faisant un panoramique et un zoom sur un comptoir sur lequel sont posées 8 épées différentes. Chumlee ajoute cela à $30 supplémentaires, les autres épées étant également achetées. Chumlee accepte l'offre. Rick arrive et explique combien de temps il a attendu pour récupérer son épée avant que White ne l'achète. Il demande alors à White s'il aimerait voir l'autre épée qu'il vient d'acheter. Lorsque White accepte, il pose une vieille épée sur le comptoir. Rick a fixé le prix de cette épée à $10 parce qu'elle appartenait à un seigneur de la guerre civile japonaise. Dana dit qu'étant donné qu'il a déjà acheté toutes les autres épées de la boutique, il pourrait peut-être obtenir une réduction et ramener le prix à $8. Je l'ai. Eh bien, je viens d'acheter la moitié des épées de l'endroit. Ouais, mais les donnerais-tu pour $8? Rick y réfléchit et propose de les vendre pour $9, ce que White accepte facilement. Ouais,
Je te donne 9 $. Stanley, un collectionneur nommé Vince, présente une bande dessinée originale de Spider-Man de 1977 de John Romita. Signée par Stanley et John Romita. Chumlee inspecte la bande dessinée Marvel et observe avec grand intérêt que Mary Jane est dessinée dans une baignoire. Très bien. L'incroyable Spider-Man. Il y a 40 ans. Quoi? On dirait qu'elle invite Spider-Man à venir faire une petite activité exocritique. Chumlee continue en expliquant que Marvel est synonyme de Stan Lee et que Spider-Man était peut-être son deuxième personnage créé. Chumlee, un passionné de Marvel, sait probablement déjà comment il veut vérifier l'authenticité de cette œuvre. Car Stan Lee est actuellement à Las Vegas pour une rencontre et la nouvelle exposition Avengers. Vince explique que lorsqu'il a acheté cette œuvre originale à M. Romita, il l'a fait signer. Alors comment avez-vous obtenu les signatures? Eh bien, lorsque j'ai acheté cette œuvre à M. Romita, je l'ai fait signer pour moi. Quand Chumlee demande combien Vince veut pour l'œuvre, Vince affirme qu'il est le seul propriétaire de la bande dessinée depuis des décennies et que sa valeur est estimée entre 8 et 10 $. J'en suis le seul propriétaire depuis des décennies. OK. La scène se termine ensuite par une discussion entre Chumlee et la caméra, expliquant qu'il se rend à la station Avengers sur le strip de Las Vegas pour rencontrer Stan Lee et authentifier lui-même les signatures sur les illustrations. Pendant que Chumlee et Vince attendent dans la file pour rencontrer Stan Lee, ils négocient de la valeur de la bande dessinée. J'aurais bien voulu porter un costume de Spider-Man, mais il devient un peu plus serré que prévu ces jours-ci. Vince met en avant les meilleurs passages de la bande dessinée, comme Mary Jane dans une baignoire et les dialogues percutants écrits par Stan Lee lui-même. Chumlee propose 200 $ et Vince grimace devant la faible offre, demandant à la place 8 $. Mary Jane dans une baignoire? Allez. 8 $, alors qu'ils continuent de discuter. Chumlee accepte de payer 5 $ si Stan Lee lui-même authentifie la bande dessinée. Très bien. S'il dit que c'est vrai, je lui donne 5 $. On lui fera un milkshake. La rencontre avec Stan Lee a été une expérience merveilleuse pour Chumlee et Vince. Stan Lee lui-même apparaît dans un pull jaune vif, souriant et complimentant son propre travail. Très bien. J'ai cette bande dessinée ici. Oh, wow. Oh! Ça me rappelle des souvenirs. C'est John Romita qui l'a dessiné. Il est merveilleux. Ce que nous avons vraiment aimé dans ce cliché, c'est le cliché. On dit que Chumlee adore les messages inspirants que Stan Lee intègre dans son travail. Tout le monde a les yeux brillants, tandis qu'ils parlent avec la force qui se cache derrière les plus grands héros de Marvel. Stan Lee sort une lentille spéciale de son pull pour inspecter de près la bande dessinée. Il émet des sons positifs et convient que c'est sa signature. Ouais, c'est ma signature. Voilà donc ta signature. À qui appartient-elle? La tienne? Tu es un vénard. Chumlee et Vince lui serrent la main et le remercient avant de s'excuser pour permettre aux fans suivants de lui parler. Stan Lee dit qu'il a été ravi de les rencontrer et leur dit d'encadrer soigneusement la bande dessinée. Chumlee et Vince se serrent à nouveau la main pour confirmer le contrat de 5 $. 5 000 $. Très bien. C'est une bonne affaire. Mick Foley, un vendeur nommé Scott, a apporté un t-shirt vintage WWE Dude Love et un masque d'humanité signé par Mick Foley. Scott espérait obtenir 300 $ pour le t-shirt et 200 $ pour le masque signé. Rick ne semble pas savoir comment évaluer les articles. Cependant, connaissant Chumlee depuis de nombreuses années, il sait que Chum est un fan de la WWE et qu'il a des amis lutteurs célèbres. Alors Rick l'appelle. Mon pote. Ouais. Et il y a des trucs de catch ici. Des trucs de catch. L'humanité. Chum clarifie immédiatement que l'homme et l'amour des hommes sont la même personne. Le lutteur professionnel Mick Foley. Chumlee décrit avec enthousiasme Mick Foley comme étant le lutteur hardcore le plus dur à cuire de tous les temps. Et Scott hoche la tête en signe d'accord avec cette description. L'humanité et l'amour des hommes sont une seule et même personne. Rick. Mick Foley. Le lutteur hardcore le plus dur à cuire de tous les temps. Rick rit immédiatement de la nature contradictoire d'un lutteur qui tabasse des gens et qui est surnommé mec amoureux. Chumlee dit que lorsqu'il s'agit de ce lutteur, il faut considérer tous les aspects de sa personnalité. Quand on prend Mick Foley, il faut prendre en compte toutes ses personnalités. Il donne un aperçu de la carrière de Mick Foley.
qui a débuté sous le pseudonyme Cactus Jack en 1986 en tant que catcheur professionnel. Il a lutté pour la première fois sous le nom de Cactus Jack en 1986 dans un circuit de catch professionnel. Selon Chumley, ce n'est qu'en 1996 qu'il s'est impliqué dans la WWE et a changé de nom sous le nom de Mankind. Et puis, en 1996, il est arrivé à la WWE et s'est rebaptisé Mankind. Chumley continue en disant que Mick Foley a un jour sauté d'une échelle de 15 pieds sur un lit de punaises lors d'un match. Il a sauté. Je crois que c'était une échelle de 15 pieds sur un lit de punaises lors d'un match de catch. Chumley passe à une méthode de vérification de la signature et décide qu'il serait plus simple de faire appel à son célèbre ami Mick Foley pour authentifier les signatures sur les objets. Scott est immédiatement ébloui et tout le monde écoute attentivement Mick Foley détailler ce qu'il sait sur les objets. Le masque, dit-il, était vendu comme costume d'Halloween. Et en fait, il portait lui-même son propre masque pour aller faire des farces, et personne ne l'a jamais surpris. Il n'était pas vendu lors des événements, mais comme costume d'Halloween, pour faire des farces et des friandises, comme moi. Il inspecte d'abord le masque et confirme qu'il s'agit de sa signature, bien qu'il ne sache pas ce qu'elle vaudrait. Je passe une bonne journée et c'est bien mon écriture. Je peux vous assurer que c'est bien ma signature. Eh bien, c'est plutôt cool. Foley authentifie également le T-shirt comme étant original, même si beaucoup ont essayé de fabriquer des contrefaçons au fil des ans. Il dit que le T-shirt était issu d'une édition limitée et que le tie-dye unique a confirmé son authenticité. J'ai vu des imitations, mais celle-ci semble authentique. Rick et Chum proposent $200 pour les deux articles. $200 pour la paire? Ouais, $200 pour la paire. Scott semble dégoûté par cette offre et secoue la tête en demandant une meilleure offre. Scott dit alors que rencontrer Mick Foley aujourd'hui justifiait qu'il garde ses souvenirs et emporte avec joie sa marchandise signée chez lui. Phil Collen. Une belle femme blonde entre dans le magasin avec une guitare qui a été peinte et jouée par Phil Collen. C'est une guitare très colorée, il faut l'avouer, peinte et jouée par Phil Collen, guitariste du célèbre groupe de rock anglais Def Leppard. Elle demande $10. Alors, combien en voulais-tu? Je veux $10. Rick a consulté un expert qui a reconnu et confirmé la valeur de la guitare car elle est signée par un musicien très acclamé et est également une œuvre d'art originale du musicien. Rick veut ensuite confirmer l'authenticité et invite un expert qui sait tout sur cet objet de collection. Lorsque la vendeuse blonde se retourne pour voir qui est l'expert invité par Rick, elle reste bouche bée lorsqu'elle voit que l'expert est Def Leppard. Phil Collen reconnaît immédiatement la guitare et dit qu'il en a fait 30. J'en ai fait. En fait, j'en ai fait 30. C'est un des guitares Jackson. Collen continue et dit qu'il se souvient que cette guitare était parmi les 10 premières créées alors qu'il pratiquait ses techniques de peinture. La caméra zoome sur le manche de la guitare où le HP3 a été écrit pour étiqueter et suivre la guitare. Cela prouve que la guitare a été fabriquée très tôt dans le projet de Collen de peindre sur ses guitares Jackson coûteuses. Phil Collen veut ensuite tester la guitare. Il commence donc à jouer au milieu de l'atelier. Cela confirme que la guitare fonctionne parfaitement et qu'elle peut être jouée aussi bien qu'exposée comme une œuvre d'art. Ça marche vraiment. C'est très cool. Le vendeur demande $10 et Rick lui offre $8. Tout bien considéré. Je dirais $0 lorsqu'elle semble déçue. Rick lui dit qu'il doit gagner un peu d'argent pour justifier son achat. Après avoir entendu cela, il conclut un accord pour $8,5. Corey travaille derrière le comptoir lorsqu'il reconnaît un visage célèbre. Elle entre pour lui demander une œuvre d'art signée Mark Twain. Au début, Corey croit parler à Katie Holmes. Mais lorsque la femme secoue la tête et dit non, il devine qu'il s'agit de Kate Winslet. Katie Holmes? Oh! Non, 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 non. Kate Winslet. Vraiment? Et quand cette supposition s'avère fausse, il est écarté par Rick, qui l'identifie correctement comme étant Katie Couric. Je m'en charge. Corey. Katie Couric. Comment ça va? Bien. Après que Rick et Katie Couric aient échangé quelques plaisanteries, la caméra se dirige vers un confessionnal où Katie dit qu'ils doivent faire une formation pour les employés. Vos employés ne sont pas particulièrement serviables. Je dois être honnête.
Rick explique l'origine et l'importance de l'œuvre de Mark Twain. Katie reconnaît Mark Twain comme l'un des écrivains les plus célèbres et les plus influents d'Amérique. Les plus grands écrivains de l'histoire américaine. Elle le considère comme l'un des plus grands écrivains de l'histoire américaine. Rick dit que Mark Twain avait l'habitude de distribuer ses œuvres et qu'il avait daté celles-ci. Lorsque Katie Couric lui demande un prix, Rick répond 20 $. Combien comptez-vous dépenser pour cela? 20 $. Un prix qui fait hésiter Katie Couric, qui dit que c'est un peu plus que ce qu'elle avait prévu de dépenser. Un peu plus que ce que je voulais dépenser. Rick avoue devant la caméra qu'il l'a acheté à l'origine pour 8 $. Katie propose alors 12 $ et Rick accepte après avoir fait semblant avec beaucoup de réticence. Et 12 $? Katie est surprise par son acceptation et Rick prétend qu'il accepte en raison de son admiration pour elle. Cependant, il ne peut contenir son sourire en vendant son article pour 300 $ de plus. Abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez apprécié jusqu'à présent. Quelle était votre célébrité préférée à avoir fait une apparition sur Pawn Stars? Pensez-vous que vous achèteriez l'un des articles qui les intéressait? Merci d'avoir regardé. À la prochaine.